Alors on dirait pas du tout, on fait pas de Chine avec de l'eau, il y a du sirop de pêche là-dedans. Il est juste naturel. Après notre retour en France, on était fatigués, mais franchement il a fallu que très peu de temps avant que l'aventure en Zoubra nous manque. La découverte des nouveaux paysages, les beaux spots, les pistes. Du coup on est vite reparti à la découverte de tout ça dans une toute nouvelle culture. Donc là on est en Géorgie et en plus on a un superbe livre qui décrit les 24 plus belles pistes de Géorgie et c'est hyper bien expliqué tout ça. Du coup, je pense qu'on va vraiment se régaler. Là, on a fait la première du coup aujourd'hui, celle sur laquelle on est en ce moment, sur ce magnifique spot au milieu des montagnes. Et je sens que ça va être un régal pour les prochaines semaines. Et c'est parti pour la découverte de la Géorgie. Ce pays s'étend sur une superficie de 69 700 km², soit 8 fois plus petit que la taille de la France. Il est composé d'environ 3,7 millions d'habitants, ce qui en fait un pays peu densément peuplé. La Géorgie fait partie du continent asiatique, contrairement à la partie de la Russie qui est à la frontière nord, qui, elle, fait partie du continent européen. La grande chaîne de montagnes du pays est le Grand Caucase, massif partagé avec les voisins russes. Le point culminant de la Géorgie est le mont Chkara, avec une hauteur de 5193 mètres. Le pays est composé de 9 régions et à cela s'en ajoutent 2 autres, à savoir l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont encore occupées par les forces militaires russes qui en contrôlent les frontières. Ces 2 régions restent des points de tension entre les 2 pays. Malgré sa petite taille, le pays est composé de paysages très variés. Montagnes, déserts, steppes, forêts denses. Il est également doté d'un patrimoine historique et religieux très riche, ce qui en fait un pays très intéressant à visiter. On était tranquille en train de faire le repas, quand tout à coup, par la fenêtre, on a vu les petits potes de tout à l'heure débarquer. Donc on va essayer d'aller les approcher et pourquoi pas leur donner un petit peu d'herbe. On va voir s'ils sont toujours aussi sauvages que tout à l'heure. Je suis en habit de sortie du lit là. On va leur donner à manger. Après avoir repris nos marques avec la vie en camion, nous voilà redescendus dans la capitale régionale pour y faire quelque chose que l'on aime particulièrement. Et du coup, quoi de mieux pour découvrir cette Svaneti que de partir à la découverte de ces sentiers. Donc nous voilà partis pour 2 jours de trek pour relier le village de Mestia à Oujgouli, environ 46 bornes, 2700 DD+, à travers ces montagnes, autour des glaciers, des forêts, tout ça quoi. C'est Marguerite, ma copine. Ici, il y a énormément de vaches. Mais le plus impressionnant, c'est qu'en fait, les vaches, elles sont jamais dans les prés. Et du coup, sur la route, elles sont absolument partout. C'est-à-dire que t'as pas intérêt à rouler trop vite, sinon tu vas transformer tout ça en steak haché et avoir à manger pour tes 15 prochains jours. C'est vraiment un truc de fou. Faut pas du tout rouler vite. Elles sont partout, même sur les nationales et tout ça. Hein. On serpente dans les sous-bois pendant un moment, la température est agréable, la forêt est belle. 500 mètres de dénivelé plus tard, la vue se dégage, on arrive à un col, on entrevoit les magnifiques sommets alentour. T'as vu la différence de couleur des roches? Là-bas sur la montagne, ça fait comme en Patagonie, les Torres. Ça fait exactement la même différence avec une roche plus claire en dessous et plus foncée sur le haut.
l'occasion pour nous de découvrir ces hautes montagnes du Grand Caucase. Dans ce beau massif qui se partage entre la Russie et la Géorgie, on compte 6 sommets à plus de 5000 mètres d'altitude. Le point culminant se trouve en Russie, c'est le mont Elbrouz, s'élevant à 6642 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point culminant de Géorgie est le mont Chkara, haut de 5201 mètres. Cette chaîne de montagnes s'étend sur 1200 km, soit environ la même longueur que les Alpes. En revanche, elle est moins large. On compte entre 100 et 180 km de largeur pour le Grand Caucase, contre 150 à 250 km pour les Alpes. Après 27 km à contempler ces sommets, notre étape du soir se laisse apercevoir en contrebas. Pour ce trek, on se l'est encore joué fast and light, c'est-à-dire pas de tente, pas de duvet. Il y a pas mal de petits villages en chemin, donc on va pouvoir trouver un logement assez facilement. Donc on économise en poids, ça c'est cool. Et secondo, on trouvait ça hyper sympa comme expérience de pouvoir aller découvrir les Géorgiens, les habitations un peu tradies, les plats typiques, toutes ces choses-là. Donc là, le but, ça va être de se dégoter un petit nid douillet pour passer la nuit. Du coup là on est dans le petit village d'Abichi. On a fait environ 27 km pour arriver ici. Et c'est vraiment genre un petit village de montagne. Vraiment tout le village on dirait une gigantesque ferme. Les rues sont en terre, il y a des super vieilles maisons, des très vieilles tours de défense de l'époque. On a trop bien mangé. On est chez une famille dans laquelle il y a tout petit, comme on peut entendre à côté. Il y a des chevaux, ils vivent ici à l'année, c'est vraiment la vie comme avant. Ils travaillent dans les champs avec les bêtes. Ils vivent un peu du tourisme justement en faisant ce qu'ils font là avec nous. Ils te font payer le gîte et le couvert, donc ça leur fait un bon complément de revenus. Et l'hiver ici, c'est assez rude. De octobre à avril, ils ont 2 mètres de neige. C'est un peu difficile de circuler, d'aller à la ville, etc. Mais eux, la vie ici leur va très bien, comme ça. Un de la famille, il vivait avant dans la capitale. Il disait qu'ici, il était trop bien. Go! Go! Wow, wow, so strong! Wow! Wow! Oh. So strong! I can't! Oh! Waouh! Enfin voilà, du coup on s'amuse avec les enfants du village. Chez nous on s'amuse à jouer à la marelle. Ici ils transportent des rondins de bois à 5 ans et demi. Voilà. Mais ils sont trop choux. Pepperon. Butterfly. Yeah. And flower? Flower? It's in there. Allez, c'est parti pour cette deuxième journée. Après avoir bien dormi et bien mangé, parce qu'on a vraiment bien mangé dans cette guest house. Aujourd'hui, petite journée, on fait seulement
17 bornes, mais c'est pas plus mal vu la gueule de mes chaussures. Moi je pense que je vais terminer en sandales. Ici, pour traverser les rivières, on n'emprunte pas des ponts, on utilise le moyen de transport local. Le temps est brumeux, mais il nous laisse tout de même deviner des panoramas somptueux. Notre deuxième journée s'achève et avant de visiter le village d'Oujgouli, on doit récupérer notre Zoubra au village de départ. Les Géorgiens sont tellement adorables et accueillants que l'on n'avait même pas encore commencé à tendre un pouce qu'un monsieur nous a gentiment proposé de nous ramener à Mestia. Peu de temps après, nous voilà revenus dans le magnifique village d'Oujgouli. Situé en Haute-Svaneti, au nord-ouest de la Géorgie, ce village de montagne se trouve à environ 2100 mètres d'altitude. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est célèbre pour ses tours médiévales Svan en pierre datant du 9e au 12e siècle, ses paysages spectaculaires au pied du mont Shkara et sa culture traditionnelle préservée. C'est incroyable qu'il y ait encore autant de tours qui soient debout. T'as l'impression que le village il est complètement à l'abandon, il y a des orties, des mauvaises herbes qui ont poussé un petit peu de partout. T'as l'impression que la moitié des bâtiments vont se casser la gueule, mais c'est vraiment très joli. C'est assez étrange parce qu'il y a quand même du tourisme dans le village, mais l'ambiance, comment vivent les gens et tout ça, c'est digne du Moyen-Âge, quoi. Si vous voulez une expérience Moyen-Âge sans être dans du fictif, il faut venir absolument dans cette région. Et évidemment, du coup, on retrouve tout un tas de tours défensives. Chaque habitation a sa propre tour défensive qui, comme son nom l'indique, servait à se défendre de l'envahisseur. Il y en a vraiment énormément. C'est typique à la région, ce qui en fait une des régions qui était impossible à prendre par l'ennemi. Et du coup, la particularité de ces tours, c'est que tu pouvais y accéder qu'avec des échelles qui étaient escamotables jusqu'au premier étage en général. Les deux premiers étages servaient de stockage de denrées alimentaires, etc. Et le haut de la tour, évidemment, avait des propriétés défensives avec les mâchicouliers et les meurtrières qui permettaient de défendre le territoire. Il y avait quand même pas grand chose à l'époque là-dedans. Je sais pas s'ils avaient les frontales, mais c'est pas ouf. Voilà, il n'y a plus d'échelle pour monter en haut de la tour, c'est de l'escalade. On termine cette visite par la magnifique petite église de La Maria datant du Xe siècle. C'est spectaculaire à quel point les fresques ont été préservées. Quand on est arrivé au spot, c'était un petit peu tout bâché, on voyait pas trop ce qu'il y avait au-dessus de nous, et là ça vient de se dégager pour le coucher du soleil, et c'est juste malade les montagnes qu'il y a au-dessus. Il y a le mont Shkara, c'est le plus haut sommet de Géorgie, qui culmine à 5100 mètres et quelques. Il est encore un petit peu dans les nuages, mais déjà ça laisse entreapercevoir les glaciers et toutes les faces, c'est vraiment malade.
Ici, en Géorgie, la religion la plus pratiquée est le christianisme orthodoxe. C'est pour cela qu'on retrouve énormément de ces églises magnifiques avec des fresques murales impressionnantes et des icônes très travaillées. On reprend le volant, le chemin est toujours pavé de surprises agréables. Génial, on était en train de conduire sur cette petite route quand on a vu tout plein de ruches. Il y avait un petit gars qui vendait un tas de miel à différentes choses, acacia, châtaignier, mélangé, récolté il y a longtemps et tout. Et du coup, il nous expliquait qu'il a 3 récoltes par an. Donc du coup, on en a profité pour acheter un petit peu de miel et du gâteau de miel aussi, on va se régaler. Et du coup, on profite de ce magnifique petit spot de montagne pour goûter notre super bon miel et notre super bon gâteau de miel acheté à ce petit monsieur au bord de la route, avec notre super bon pain d'ici, le pourri. En fait, ce pain, on nous l'a offert hier, on cherchait désespérément de l'eau. On s'est arrêté sur le bord de la route parce qu'on a vu un tuyau et il y avait 2 gentils monsieur qui nous ont laissé remplir la cuve et ensuite ils nous ont offert 2 énormes pains. Donc là, on se régale. Et c'est le ventre bien rempli qu'on peut partir à la découverte d'une nouvelle région. Cette fois-ci, ce sera le Petit Caucase. C'est une chaîne de montagnes située au sud du Grand Caucase, entre l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Il est moins élevé que le Grand Caucase, ses sommets dépassent rarement 3500 mètres, mais présentent un relief très accidenté, formé de montagnes volcaniques et de hauts plateaux. La région est riche en lacs, sources thermales et forêts, et elle a longtemps été une zone de passage stratégique entre l'Anatolie et la mer Caspienne. C'est aussi un espace marqué par une grande diversité culturelle et historique. Nous y avons emprunté plusieurs pistes qui nous auront fait traverser des villages du bout du monde, toujours habités par quelques familles vivant de l'élevage. Des kilomètres de forêt plus tard, nous voilà au pied d'un monument historique remarquable. On profite de la fin de cette journée pour venir visiter la forteresse de Rabati et on a pas mal de chance parce qu'il fait beau, on a des jolies lumières du soleil et surtout il n'y a personne. Et la particularité de cette forteresse, c'est qu'elle a été tout d'abord occupée par les Géorgiens, puis les Ottomans, puis les Russes. Du coup, ce qui fait qu'il y a une architecture qui est complètement folle. Et on a même une mosquée qui a été retransformée en église orthodoxe. La forteresse de Rabati a été érigée au IXe siècle comme fort militaire géorgien. Au cours du Moyen-Âge, elle devient un centre important de la principauté locale des Jakeli, qui y installent leur résidence. Durant la période ottomane du XVIe au XIXe siècle, les Turcs transforment la forteresse, ajoutant une mosquée, des bains et d'autres éléments islamiques, ce qui lui donne son mélange architectural unique. Je me laisserais bien tenter par cette petite baignade là, non? Puis s'ensuit l'époque russe au XIXe siècle. Après la conquête du sud de la Géorgie, la forteresse perd son rôle militaire mais reste un centre administratif. Aujourd'hui, largement restaurée en 2012, elle abrite un musée, des bâtiments religieux variés, églises, mosquées et synagogues, un palais et des jardins, devenant ainsi un symbole du multiculturalisme historique de la région. Dans le prochain épisode, on part explorer les steppes géorgiennes. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.